Avant de commencer, je vous signale une contribution complémentaire à la conférence de la semaine dernière, le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Il s'agit d'une contribution qui a été apportée par Catherine Toussaint, qui est là, je la dénonce, elle est au premier rang. Elle est au premier rang. Et il s'agit, et je la remercie pour sa contribution, donc il s'agit d'une étude de Christophe Bardin, B-A-R-D-Y-N, qui a été initialement publié dans l'enseignement philosophique en 2018, mais qu'on trouve aujourd'hui sur le site kern.info. Et le texte, l'étude s'intitule « La Boétie contre les courtisans ». C'est une étude qui a l'intérêt, quel est son intérêt? C'est que elle contribue très fortement à éclaircir l'une des questions que j'ai évoquées, à savoir l'incertitude qui règne sur les sources du discours. Or, Catherine Séché, justement, elle a trouvé une étude qui est assez éclairante là-dessus et qui montre quoi? C'est que la Boétie se serait, ou même s'est inspirée, pas se serait, mais s'est inspirée d'un Allemand, d'un auteur allemand qui s'appelle Ulrich von Hutten. Les dates sont 1488-1523, et qui était un ami de Luther. Un ami et un soutien de Luther, et qui a d'ailleurs été excommunié par le pape de l'époque en même temps que lui, par une bulle papale, en janvier 1521, et qui a publié des textes qui, de toute évidence, ont inspiré la Boétie. En plus, on est sûr que la Boétie, je vais m'arrêter à cette indication-là, on est sûr que la Boétie connaissait cet homme-là parce que la Boétie mentionne un autre de ses ouvrages dans ses textes. Donc on est sûr qu'il le connaît. Voilà, donc une incertitude qui est donc vraiment bien levée par la Boétie contre les courtisans. Vous tapez la Boétie contre les courtisans sur Google et pof, vous allez tomber dessus dans kern.info. Et le document est en téléchargement gratuit. Voilà, ça c'est une bonne complémentarité, une bonne complicité. Forme actuelle de la servitude volontaire. Vous avez vu, pour le travail aliéné, on a essayé de trouver des sources dans le 19e et puis aussi des sources actuelles. Et là, pour la servitude volontaire, ma foi, j'essaie de faire la même chose. Et au 20e, 21e siècle, enfin là c'est le 21e siècle, j'ai trouvé un ouvrage de Jacques Généreux qui s'intitule « La dissociété », comme dissociation, dissociété, comme dissociation, et qui a été publié en 2008. On le trouve au Seuil dans la collection Point Essai, la dissociété. Et donc je vais utiliser ce livre. C'est un livre qui fait 475 pages. Je ne vais pas vous infliger tout ça. Les passages sur la servitude volontaire
sont abordés dans les 75 dernières pages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un résumé à la hache à 15 000 mètres d'altitude des 400 premières pages. Je préviens tout de suite, c'est un résumé à 15 000 mètres d'altitude. Donc je vais juste évoquer les thèmes et leurs articulations principales, mais sans entrer du tout dans les détails. Mais je vous assure, ce livre est très bien. Hein, ce n'est pas parce que je me permets un résumé, disons, osé, que, parce que, bon, résumer 400 pages en 2 pages, c'est pas recommandé. Mais c'est parce que notre sujet, à nous, c'est la servitude volontaire. Donc, dans la dissociété, Généreux part de la crise du politique et de la crise sociale. Il écrit en 2008. Sans doute que quand il écrit, la crise de 2008 n'a peut-être pas encore eu lieu, mais bon, incontestablement, il vit dans une société qui est en crise depuis très longtemps. Et la particularité de sa démarche, c'est que Généreux n'impute pas la crise du politique et la crise sociale à un deus ex machina du type l'Europe, l'Europe. Il ne l'impute pas à l'Europe, il ne l'impute pas non plus à la mondialisation. Ça, ce sont des démarches fréquentes, bien sûr, hein, de faire porter à l'Europe beaucoup de responsabilités, ainsi qu'à la mondialisation. Donc, il ne fait pas ça. Lui, il incrimine au contraire les gouvernements, tout simplement, qui, dit-il, ont conçu et mis en œuvre les évolutions institutionnelles et économiques, telles que l'Europe ou telles que la mondialisation. Ils ne les ont pas, à vrai dire, forcément conçues au sens propre du terme, mais ils les ont accompagnés, favorisés, facilités, accompagnés. Donc il incrimine les gouvernements d'avoir fait ça. Et en faisant ça, d'avoir organisé leur impuissance. Et donc, dit Généreux, le défi n'est pas de replacer l'économie sous le contrôle du politique, car celui-ci, à vrai dire, le politique, il n'a jamais perdu la main. Il a fait des... Si je dis des bêtises, c'est une bêtise déjà en soi de dire ça. C'est pas une bêtise, c'est un projet, disons, de domination, etc. C'est plutôt ça, comme ça qu'il faut dire. Donc, ils n'ont jamais perdu la main, contrairement à ce qu'ils voudraient faire croire, les gouvernements. Ils n'ont jamais perdu la main. Au contraire, dit Généreux, il s'agit de remettre le politique au service du bien commun, ce qui est tout à fait autre chose. Là, depuis des décennies, le politique n'est plus au service du bien commun. Deuxième constat que fait Généreux, les peuples sont globalement, dit-il, restés sans réaction devant la mutation néolibérale. Des réactions, il y en a eu, hein, il y en a eu, bien sûr, il y a eu, on a tous souvenir de quelques manifestations à 1 ou 2 millions de personnes, bien entendu. On a souvenir de la lutte de 95 contre les retraites. Et, bon, on a comme ça quelques souvenirs. Mais des manifestations qui ont stoppé ou barré la route à la mutation néolibérale, il n'y en a point eu.
Cela tient au fait, dit Généreux, que cette dernière, la mutation néolibérale, elle a comporté un volet de manipulation culturelle qui a transformé le citoyen en individualiste, guerrier, avide de gains privés et hostile au bien public. De sorte que la guerre économique s'est muée ou s'est prolongée en ce qui concerne les individus en guerre, non pas civile, mais incivile, en multiplication des incivilités de toutes sortes. Donc violence omniprésente et déconsidération généralisée des formes d'action collective. Bon, voilà deux constats. Et pourtant, dit ensuite Généreux, donc là quand je passe comme ça d'une idée à l'autre, je passe d'un groupe de chapitres à un autre groupe de chapitres. Hein. Et pourtant, dit Jacques Généreux, les mêmes individus, impassibles, se montrent quand même capables dans la vie privée de coopération et de solidarité. Nous pouvons tous en témoigner. On n'est pas, disons, con à ce point, je l'ai dit. Bon, donc on est aussi capable de solidarité et de coopération. C'est que chacun d'entre nous est un Janus biface. Un Janus biface. Nous balançons tous, dit Généreux, entre le désir d'être soi et pour soi et le désir d'être avec et pour les autres. Nous sommes clivés, déchirés, éventuellement, à tout le moins clivés. Ce sont ces deux aspirations ontogénétiques qui relèvent de l'être humain, qui sont inhérentes à l'être humain, qui participent à la construction de l'être humain. Être soi et pour soi, être avec et pour les autres. Deux aspirations fondamentales. Quand l'une va, eh bien l'autre va aussi. Quand l'une va, l'autre va aussi. Les sociétés, il y a une question. Helmut. Comment faut-il comprendre sa phrase « Les politiques n'ont jamais perdu la main ». Ouais. Alors, les politiques n'ont jamais perdu la main. C'est une chose qu'il faut vraiment éclaircir pour être bien d'accord. Il faut vraiment éclaircir ça. Les politiques sont... bon, d'abord, ils nous font croire qu'ils ont perdu la main. Ils nous font croire. C'est ce que dit Généreux, ils nous font croire qu'ils ont perdu la main et que c'est l'Europe qui est désormais en charge de tout un tas de dossiers. Bon. Ou bien la mondialisation. Ce que dit Généreux, c'est que ça, c'est une tromperie ou une duperie. Pourquoi? Parce que l'Europe, les institutions européennes, on y retrouve les mêmes représentants que ceux que nous avons à la tête des différents gouvernements. C'est particulièrement éclatant si on prend des gouvernements de droite, comme Macron, comme Giscard d'Estaing, Pompidou, Chirac, je dis, etc. Bon. C'est vrai aussi si on prend Hollande. Hollande s'est révélé être un représentant ou un agent des multinationales, de la mondialisation, etc., etc. Bien sûr, il nous a bien dit que son ennemi, c'était la finance. Mais bon, avec le recul, nous savons ce qu'il en est. J'insiste pas trop, parce que je ne veux pas transformer cette réunion en réunion politique non plus. Hein, mais il faut quand même être clair. Bon. Si on prend la mondialisation,
c'est pareil. On observe la même complicité entre les personnes ou les institutions qui régentent la mondialisation que celles que l'on a pu trouver dans tel ou tel gouvernement. Il y a une personne qui représente bien ça, c'est Catherine Lagarde. Elle a été ministre de Sarko, hein, sauf erreur, hein, ministre de Sarko, ministre des Finances. Et ensuite... Christine. Christine, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Christine. C'est sa sœur. Donc, elle a été ministre des Finances de Sarko, et puis elle a été sponsorisée par Sarko lui-même pour être présidente du FMI. Et je ne sais pas si elle a fait 1 ou 2 mandats au FMI, je dirais plutôt 2. Et ensuite, elle se retrouve à la BCE. Bon. Et vous prenez l'Italie, pas celle d'aujourd'hui, mais celle d'il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, nous avons eu... Comment Draghi. Mario Draghi. Draghi qui a... 10 ans plutôt. Draghi, non, il y a... Oui, non, mais c'est presque 10 ans. Non, Draghi a été... En Italie. Oui, mais c'est pas il y a 2-3 ans. Non, non. C'est plus ancien. Non, Draghi a été Premier ministre jusqu'en 2021. On est d'accord. Non, mais la date, tu as dit il y a 2-3 ans. Non, c'est bien ce que Non, je dis. je pense que c'est plus ancien que ça. Non, Non. Draghi a été Premier ministre en Italie jusqu'aux dernières élections. En quelle année? Et 2022. 2022. Eh oui. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Parce qu'il était appelé par le président de la République tu as l'air mettre ordre dans tout ce bordel. On pourrait, en cherchant bien, trouver d'autres exemples, hein, sans aucun doute. On pourrait peut-être creuser la situation de cet ancien Premier ministre britannique social-démocrate, là, Tony Blair, dont le nom m'échappe. Donc voilà, il y a celui qui a été chancelier allemand et qui est maintenant, Schröder, il est maintenant dans une société russe de l'énergie, etc., etc. Donc, je résume. Quand nous regardons les gouvernements nationaux, les institutions internationales, et notamment l'Europe, eh bien, nous trouvons tout un tas de gens qui circulent de l'un à l'autre. C'est la même communauté, c'est les mêmes personnes, c'est le même lobby. C'est quoi? Comment on le définit, ce lobby? Ce sont les agents de la finance internationale. Vous voyez? Donc, est-ce qu'après on peut dire que les politiques ont perdu la main? On ne peut pas dire ça. Ils n'ont pas perdu la main. Ils sont représentés dans les institutions internationales par des agents fidèles qui font partie des mêmes cercles qu'eux et qui peut-être un jour ou l'autre seront dans le même gouvernement qu'eux dans tel ou tel pays, ou inversement, etc. Donc, on a affaire à une escouade ou une brigade de quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui sont étroitement articulées avec les organisations financières internationales, donc FMI, BCE, OCDE, ce n'est pas une organisation financière, c'est une organisation, c'est plutôt un brainstorm, un think tank idéologique. Bon, et puis quoi encore? L'OMC, il y en a d'autres, hein, la Banque des règlements internationaux, la BIRD, etc., etc., etc. Vous avez une collection absolue. Alors, l'ONU, mais l'ONU,
statut hybride puisqu'elle est vidée de tout pouvoir. Et donc tout le monde maintenant s'en désintéresse. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse les puissants à l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Toutes les autres institutions de la galaxie ONU, tout le monde s'en fout. Et souvenez-vous que Trump s'est désaffilié de l'ONU à un moment donné, lors de son premier mandat. Je suppose que Biden, j'ai pas suivi, je ne sais pas si Biden est revenu à l'ONU, je dirais que oui. Mais l'ONU, c'est statut hybride. Bien, c'est pour les gueux presque, c'est devenu une organisation pour les gueux, l'ONU, pas pour les financiers. Typiquement, c'est Gaza, quoi, hein, ce genre de choses. Voilà, donc, ils n'ont pas perdu la main, contrairement à ce qu'ils disent, simplement, et ça c'est un projet de leur groupe qui a été couché noir sur blanc après la guerre, tout de suite après la guerre, et notamment par un d'entre eux qui s'appelle Friedrich Hayek. Ce projet c'était de créer des institutions internationales ou fédérales, pour ce qui est de l'Europe, c'est pas devenu vraiment ça. Des éléments, des circonstances s'y sont opposés. Par exemple, il n'a pas été fichu moyen de faire la CED, la Communauté Européenne de Défense. On n'a pas pu la faire. Ce sont les États-Unis qui n'ont pas voulu. Non, ce sont les peuples. Ce sont les peuples qui n'ont pas voulu. Il y a eu une bagarre extraordinaire des peuples européens contre la CED. Et donc, les États-Unis, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y ait l'OTAN. Il y avait l'OTAN. Du moment que l'OTAN existait, eux, ils étaient satisfaits. La CED, non, les peuples n'en ont pas voulu, puisque cela mettait l'Allemagne dans le coup. Et les peuples ne voulaient pas que l'Allemagne... oui, il y a une chaise là. Non, il y en a une là-bas aussi. Ça va. Donc, les politiques nationaux n'ont jamais été dessaisis, c'est juste que les institutions et organismes internationaux qu'ils ont créés ont fait en sorte de déporter des pans entiers de la souveraineté nationale vers des organisations supranationales. C'est comme ça que Friedrich Hayek en parle après et même pendant la guerre. Friedrich Hayek dit qu'il faut absolument faire l'Europe. Et oui, elle va être faite. Donc, ils ne sont pas dessaisis, c'est juste qu'ils ont sous-traité à des prête-noms. C'est ça qui s'est passé. Ce sont des gens auxquels ils ont confié une mission et des gens qui sont hors procédure démocratique. Il n'y a qu'à prendre que l'Europe. L'Europe, les gens sont hors procédure démocratique. La Commission européenne, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois, elle fait ce qu'elle veut. Le Parlement européen, il peut bien dire ce qu'il veut, mais si les puissants ne veulent pas que les préconisations du Parlement se concrétisent, elles ne se concrétiseront pas. C'est la Commission européenne qui a le dernier mot. Oui, Jacqueline. Oui, Annie Lacroix-Rize, professeure émérite d'histoire, montre bien dans son ouvrage sur la construction de l'Europe, puisqu'elle est spécialiste de l'histoire contemporaine, que les USA ont tout fait pour la création de l'Europe afin de permettre à leur impérialisme de s'étendre. Hein, ça représentait des marchés. Oui, absolument. Et si je peux continuer, il y a eu un traité de défense commun signé entre la France et l'Allemagne, de Gaulle d'un côté, Adenauer de l'autre. Il était bien dit qu'ils allaient créer cette défense commune. Bon, et ça a été signé.
quelques mois après, Kennedy est allé à Berlin, il a fait son grand discours, mais ça masquait quoi? Ça masquait le fait que c'était l'impérialisme américain qui tirait les ficelles. Et donc sur ce traité franco-allemand, il a été ajouté une phrase, des phrases communes franco-allemandes, mais en gardant bien les États-Unis comme interlocuteur principal. Donc c'est un coup fourré, c'est la devise diviser pour régner. Donc comme tu dis, les États-Unis d'Europe ont été un instrument de l'impérialisme américain, mais il fallait que les pays restent des... Enfin, oui, l'idée principale, c'est l'impérialisme américain. Le monde est dirigé par l'impérialisme américain, et y compris dans les détails d'ailleurs. Il ne faudrait pas croire que ça se limite à des grandes lignes. Ça rentre dans un assez grand détail. C'est ça l'idée générale, et l'Europe, c'est un dominion, ou un subdominion, ou un... Voilà. Je ne sais pas quelle est la formule exacte, c'est subdominion. Moi, je ne voudrais pas qu'on néglige le rôle que jouent, qu'a joué et que jouent les lobbies des multinationales financières. Énorme. Parce que c'est énorme, parce qu'il faut compter qu'il y a 400 lobbies qui opèrent quotidiennement au Parlement européen. Oui. D'ailleurs, de temps en temps, on est parti, le sommet de l'iceberg, mais vraiment tout petit, et transparaît, on dit tel député européen, issu d'Italie, issu de France, ici d'ailleurs, a reçu les pots de vin. Mais bon, ça reste, on en parle beaucoup pendant 4 jours, et puis après on n'en parle plus du tout. Bien sûr. Et ça nous donne bonne conscience. Et ensuite, il faut tenir compte maintenant des États du Sud qui se sont regroupés avec le Brésil. BRICS. Voilà. Donc ça compte. Et il faut tenir compte du facteur, la Chine, c'est pas rien quand même, 2 milliards et plus d'habitants. 1,4 milliard. Ouais. Oui, en fait, ça fait tellement que je ne saurais même pas l'écrire. Et puis il y a aussi le Japon qui refait surface, qui se réarme tout alors qu'il y a l'obligation de le faire. Donc on peut dire que c'est quand même plutôt favorable aux multinationales. Mais bien sûr, vous savez, il y a un livre dont le titre m'échappe, et l'auteur aussi. Et dans ce livre, il y a un chapitre particulièrement intéressant qui dit que les multinationales, elles régent vraiment beaucoup de choses, quoi, hein. Beaucoup de choses. Bon, voilà, donc ça, on est d'accord sur cette idée-là. oui, mais enfin, et je reviens à mon Il faut remarquer que les multinationales se font aussi la guerre entre elles, c'est-à-dire que d'accord, ce sont des loups, mais les loups entre eux, ils se dévorent. D'abord, ils bouffent ceux qui sont les plus faibles d'entre eux. Voilà. Ça, Mais il y a aussi des guerres de territoire, d'influence, et l'impérialisme américain, en ce moment, bon, bah, il est bien obligé de se bagarrer avec l'impérialisme chinois. Enfin voilà, ce sont aussi des guerres... Je reviens à la servitude volontaire. Alors, donc, les deux tendances fondamentales, être soi et pour soi, être avec et pour les autres. Bien. Quand vous avez une société qui opprime l'une ou l'autre de ces tendances, on a des sociétés de régression. Par exemple, quand c'est l'être avec et pour les autres, quand c'est l'être avec et pour les autres qui est opprimé, réprimé au profit de l'être soi et pour soi, eh bien c'est la dissociété, société clivée, société dissociée. À l'inverse, quand c'est l'être soi et pour soi qui est opprimé, donc l'inverse, et que par contre c'est l'être avec et pour les autres qui est favorisé, eh bien là on a l'hypersociété, dit Généreux. Exemple, les régimes autoritaires de toutes sortes. Hein. On peut tous penser, bien sûr, au régime stalinien, ça va de soi.
Bon, 3 idées que je viens de poser. 3 idées. Généreux consacre ensuite 4 chapitres que je vais, sur lesquels je ne vais pas dire grand-chose, à reconstituer, je ne vais pas dire grand-chose, mais ils sont très intéressants, à reconstituer minutieusement la généalogie de la pensée néolibérale depuis le XVIIe siècle. C'est extrêmement intéressant. Et il montre que non seulement cette pensée néolibérale imprègne aujourd'hui toute la pensée politique moderne, mais qu'elle a aussi servi de point d'appui pour forger l'individu néolibéral. Nous sommes aussi le produit de toute cette histoire intellectuelle, de tous ces discours tenus dans des milliers de livres, etc. Tels que nous connaissons tout ça aujourd'hui. Or, dit Généreux, les sciences de l'homme montrent que cette pensée est une pure fable. Une pure fable. Et que l'être humain est bien plutôt construit par la relation et la communication avec autrui. C'est un des côtés les plus optimistes de Jacques Généreux, qui le rend aussi intéressant et sympathique, c'est que cet auteur en tient que l'homme est construit par la relation. Je vais y revenir. Arrivé à ce stade de sa réflexion, Généreux formule ainsi le problème. Les forces sociales dominantes nous invitent à nous adapter à une société contre nature. Et plus nous entrons dans ce jeu, plus nous adhérons à ces principes, plus nous nous trouvons contaminés, plus nous sommes shootés à la dissociété, plus nous devenons incapables de la combattre, plus nous sombrons dans la servitude volontaire. Voilà. Pardon ? Il utilise le terme. Ah oui. Oui, ce que je dis là, c'est pas tout à fait. Je reconstruis, mais ce sont les termes de Jacques Généreux. Non, je peux pas. Si je prends les termes, j'en ai pour 3 heures. Donc, mais ce sont les termes de Généreux. C'est l'idée. Et donc, dit Généreux, une servitude volontaire à la mode, donc d'aujourd'hui, à la mode de la société néolibérale. Voilà les grands points qu'il fallait, me semble-t-il, poser pour bien comprendre ensuite. Et donc, j'entre dans mon sujet, la servitude volontaire. Voici comment Généreux présente les choses successivement des points de vue politiques et ensuite économiques. L'enjeu politique de la dissociation néolibérale est évident. Il s'agit de neutraliser l'émergence d'une résistance citoyenne à la logique de compétition généralisée et, mieux encore, de remplacer la résistance par une addiction à la compétition et à la consommation, pour faire de la compétition la seule voie possible de réalisation de soi. L'enjeu économique de la dissociation néolibérale n'est pas moins clair. Rien ne serait plus fatal à la profitabilité du capital qu'une population apaisée et rassasiée de bien-être grâce à la qualité et l'intensité des liens sociaux. Donc, les individus doivent être en permanence préoccupés de faire le plein des caddies et des frigos, On attend de mal à le faire maintenant. et des réservoirs, le plein des temps morts, etc., etc. Et les médias nous expliquent que ça ne va pas être si simple que ça. Ça va être compliqué, parce que les lignes d'approvisionnement sont perturbées, parce que ceci, parce que cela. Vous avez remarqué que dans les médias, on nous explique en permanence qu'il va y avoir des problèmes avec les batteries, avec l'eau, les médicaments, le riz,
etc., etc. Enfin, vous prenez tous les produits que nous consommons couramment, il y a plein de problèmes. Je ne suis pas en train de dire que ces problèmes n'existent pas, ils existent, mais on met bien l'accent, il ne faut surtout pas qu'on passe à côté des problèmes. Donc, trop plein de biens dits généreux, mais manque de liens. Trop plein de biens, mais manque de liens. C'est un manque existentiel, dit-il. Car nous ne sommes pas des êtres préexistants et entrons ensuite en relation, mais des êtres nés d'une relation et dont le développement est façonné par un ensemble d'interactions avec les autres. Nous sommes de la relation incarnée. Exister, c'est être par et avec d'autres. Voilà. Il faut bien mesurer le décalage entre généreux et plein d'autres auteurs. Vous mesurez bien là. Donc il ne faut pas dire généreux, à tes souhaits, il ne faut pas dissocier les deux aspirations autogénétiques de base. Je répète, être soi et pour soi, être avec et pour les autres. Les sociétés qui le font, elles infligent à l'individu un déchirement psychique mortel. Elles le violentent. Ça peut être des violences visibles, le stress, le chômage, l'exclusion, la dépression, le harcèlement, mais ça peut aussi être des violences profondes. Aussi, quand le travailleur solidaire est sommé de se muer en compétiteur solitaire, quand le père de famille est sommé de devenir pour ses enfants un préparateur de combat, quand le cadre supérieur est sommé d'avoir le courage de faire souffrir les autres. Donc là, vous voyez des échos de la conférence de la semaine dernière. Donc, barbarie, ben oui, bien sûr, barbarie. Mais une barbarie jamais acquise durablement parce que les tendances à l'empathie, généreux martèlent, parce que les tendances à l'empathie, à l'altruisme, au souci d'autrui, rejetées par la grande porte du système idéologique, elles ont tendance à revenir par la fenêtre. Or, pour la bonne efficacité du système, il faut que celui-ci constitue un processus continu de répression de l'être avec. Répression sans laquelle l'aspiration mutilée serait inéluctablement réactivée. Alors, ce côté incessant et compulsif du travail des médias en particulier, les chaînes d'infos en continu nous en donnent une bonne idée. Et je crois vraiment, les chaînes d'infos en continu, ça ne s'arrête jamais, et surtout, en fait, on a devant soi quasiment presque 3 écrans. Il y a des gens qui parlent, il y a des images, et il y a le bandeau. Donc on a 3 flux, peut-être plus d'ailleurs, allez savoir, moi je n'ai pas analysé ça vraiment, mais on a tout un tas de flux là qui nous agacent. Comment faire donc pour sécuriser le processus du point de vue des puissants, j'entends? Le mieux est d'enrôler l'individu lui-même dans les forces de répression et de le constituer en gardien de sa propre prison. Ok, vous captez ça? Donc, le voici, le voilà, le thème de la servitude volontaire. On y est là, dans le thème de la servitude volontaire. Le néolibéralisme attend de l'individu qu'il coopère à sa propre servitude. Il lui impose une servitude donc volontaire. On s'attendrait à ce que tout cela suscite de l'opposition, de la résistance, de la révolte. Eh bien non. Les dépressions et les suicides, certes, sont nombreux, trop nombreux, mais il reste des issues extrêmement minoritaires.
Le fait social majeur, dit Généreux, est que l'effet le plus spectaculaire d'une société inhumaine est sans doute que l'immense majorité des individus ne tombent pas malades, signe que, d'une manière ou d'une autre, ils s'adaptent pour préserver leur intégrité psychologique, psychique. Les spécialistes disent qu'ils font preuve de résilience. Ce mot-là, mes gaillards, il faut l'imprimer dans vos petits cerveaux. Hein. Résilience. Ils font preuve de résilience. C'est-à-dire qu'ils parviennent, vaille que vaille, à résilier la souffrance. La résilience. Résilier la souffrance. Tant mieux, est-on tenté de dire, tant mieux. Ils sont résilients, tant mieux. Peut-être oui pour l'individu, sans conteste possible. Au niveau individuel, oui, il y a un mieux pour l'individu qui arrive à résilier la souffrance. Excuse-moi, dans quel sens tu utilises le mot résilience? Alors, faire preuve de résilience, c'est résilier la souffrance. Mais quand on dit que la résilience, c'est la capacité à revenir à l'état initial, c'est-à-dire que tu subis un choc. C'est bien ça. Et la résilience c'est bien permet ça. de... C'est bien parce ça. que c'est un mot qui est fréquemment utilisé en anglais. Voilà, et en France, on l'utilise depuis que Boris Cyrulnik en a parlé. Oui, voilà, tout à fait. C'est une notion, alors, moi, je le définis un petit peu différemment. Oui, j'ai l'impression, oui. Puisque moi, je pars, je suis plus basique. C'est-à-dire que je conjugue le mot. Ben oui, je prends le verbe, je prends le nom, le substantif. Pour rebondir, il faut résilier et je le transforme en verbe d'action. Je pense que c'est plus clair. Je l'utilise plutôt dans le sens accepter l'inacceptable. Non, pas tout à fait. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Il faut faire avec. Oui, Azadeh. Oui, excuse-moi, c'est un concept en fait psychanalytique à la base. C'est le fait de pouvoir surmonter des souffrances, y compris dans l'enfance. Et sur Dominique, elle écrit des livres et des livres pour expliquer ça justement de par sa propre que c'est un histoire. concept psychanalytique au départ. Oui. En quoi psychanalytique? Non, c'est parce que Cyrulnik en France, c'est un je pense pas que dans l'acception que tu dis, je ne pense pas que ça soit, comment dire, que ça comporte toi tu le dis dans le sens de la résignation. Non? Oui. De se reconstruire. De se reconstruire, oui. Étymologiquement, c'est un concept physique. Oui, c'est ça. C'est un corps physique qui est tordu et qui retrouve sa forme initiale. Se reconstruire. On a la réponse, parce que regarde, tout de suite après, Généreux lui-même, il dit la résilience nous enlise collectivement dans la maladie sociale, puisqu'elle rend soutenable la vie dans une société inhumaine. Intéressant. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on fait quand même abstraction de ce que Cyrulnik associe à la résilience, qui est le tuteur de résilience, qui est la personne, donc c'est une relation en fait, avec ce tuteur. Là, j'ai l'impression que la notion de relation soutenante et qui amène à la résilience, elle semble disparaître. On va dire, oui, c'est une position, c'est un phénomène que nous assistons chez les colonisés, dans les dômes. Ces gens-là, ils s'adaptent à la situation de colonisés. Ils s'en complaisent parce qu'ils consomment, ils sont dans l'illusion de la consommation et ils ont l'impression d'être heureux. Ne dit-on pas qu'en Guadeloupe et dans les Martiniques, ce sont les plus grands consommateurs de champagne. Ils ont toutes sortes de grosses voitures, ils s'y plaisent dans la domination. Ils trouvent un moyen de transcender pour donner une autre image.
D'accord. Alors ce que je dirais quand même par rapport au mot résilience et tel qu'il est utilisé chez Généreux, par Généreux, on va dire, j'ai envie de dire que Généreux l'utilise dans un sens peut-être moins technique que Cyrulnik, hein, qui a été cité, sûrement moins technique. Généreux, il ne faut pas l'oublier, à la base c'est un économiste, et aussi doublé d'un très bon analyste de l'économie politique et de la philosophie politique, ainsi que je l'ai mentionné, hein, néolibéral en particulier. Globalement, je l'indique, Généreux est un social-démocrate, globalement, politiquement et à titre personnel. Il a été un des conseillers de Jean-Luc Mélenchon, historiquement. Il ne l'est plus, mais il a été proche de Jean-Luc Mélenchon. Bien, je ferme, il a été très près de lui pour ses premières campagnes. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, on va dire, là, je n'ai pas fait cette étude-là, hein, mais on va dire que très probablement, Généreux utilise le mot résilience tel que moi je l'utilise, c'est-à-dire résilier la souffrance. Voilà. Surmonter la souffrance, se reconstruire, pour reprendre l'image physique de Michel. Se reconstruire. Mais dans la notion de résilience, dernièrement, il y a une controverse, parce que quand on parle de résilience, on pense que la personne, elle a surmonté, elle a accepté, elle se résigne, enfin, elle survit, et on a l'impression que c'était toujours qu'elle fait partie des résilients et qu'elle est sortie de l'affaire, si on peut dire. Or aujourd'hui, on conteste ça de plus en plus, que la notion de résilience, c'est jamais acquis. C'est tous les jours qu'il faut remettre sur le chantier parce que ça peut ne pas durer, ça peut être intermittent. On peut être résilient à un moment, puis à ce coup, on sombrer. Et cette notion de résilience, elle est très aujourd'hui recontestée. Donc oui, ça c'est un sacré bémol. À titre individuel en tout cas. Un sacré bémol. Oui, à titre individuel. C'est un sacré bémol. C'est pas acquis. C'est un combat permanent. D'accord. Donc, les individus s'accommodent. La résilience, je prolonge finalement ce que tu viens de dire, les individus s'accommodent du système qui les oppresse, ils se construisent des micro-sociétés à côté de la grande société. On connaît des groupes, alors là je reviens aux conférences du module travail, mais dans les collectifs de travail, on connaît des groupes qui se forment hein, autour d'une souffrance, autour de quelque chose, mais souvent une souffrance en fait, voilà, et qui gèrent ça ensemble. Donc, c'est autant de liens en moins, tout ça, vers la grande société, la société globale. Si je reprends mon truc de l'entreprise, c'est vers l'entreprise globale. On se regroupe entre soi. Et c'est donc autant d'être avec et pour les autres. La deuxième tendance fondamentale. Et donc, dit Généreux, socialement parlant, la résilience est une impasse. Dit Généreux. Elle est une solution individuelle, mais pas une solution au niveau social. Au niveau social, elle est une impasse, et plus loin, il dit, c'est une maladie. Toutes ces analyses de Généreux sont adossées, donc je le rappelle, à sa thèse phare, propre à la dissociété, c'est le titre du livre, selon laquelle les individus sont écartelés entre l'être soi et l'être avec. Je le rappelle une fois de plus. C'est sous l'éclairage de cette thèse phare qu'il approfondit la question de la servitude volontaire. Le processus que Généreux développe là, il décrit, c'est pas soutenable sans la collaboration volontaire, si possible, du plus grand nombre.
Et généreux a du mal à concevoir que cette collaboration résulte d'une stratégie consciente, délibérée. Lui paraît plus plausible un processus inconscient d'évitement, un refoulement qui écarte la souffrance en masquant la mutilation. Alors, sur le plan psychanalytique, oui, enfin, il y a de l'inconscient, oui, mais il y a aussi le fait qu'il y a un assujettissement, et je rentre dans le truc et je ne vois pas. Il y a quelque chose comme ça, hein, et c'est ça qui est utilisé. Ce processus inconscient d'évitement, c'est celui que l'on observe chez un enfant blessé dit généreux. Par exemple, quand cet enfant blessé, il dit « bravache », même pas mal. Même pas mal. Même pas. Même pas. Alors, même pas peur, même pas mal, etc. Ou bien l'enfant que l'on a privé de dessert et qui dit « j'en voulais pas ». Voilà, j'aime pas ça. Dans ces deux cas, il s'agit de se sortir d'une situation désagréable ou d'une situation de soumission avec les apparences de l'autonomie. Il s'agit de sauver les apparences. Qu'est-ce que cela donne pour les adultes plongés dans l'univers néolibéral de l'entreprise en particulier? Qu'est-ce que cela donne face aux ordres contradictoires dans l'entreprise? Qu'est-ce que cela donne face au stress de l'objectif à atteindre? Face aussi au dénigrement des efforts auxquels procède la hiérarchie. Face à la crainte du licenciement. Comment réagir, comment se protéger contre ces agressions? Voilà autant de questions que pose Généreux. Est-ce qu'on va essayer de s'en sortir par l'amour-propre, comme les enfants? Il y a fort à parier que dans cet univers de dingue dans lequel, de guerre de tous contre tous, dans lequel nous sommes plongés, que cela laisse de marbre aussi bien les collègues que la hiérarchie. Et que là, on s'expose peut-être essentiellement et principalement au ridicule. Exemple, la maison de retraite et l'affaire Orpea. Ah bon? À quoi tu penses? Je dis, c'est un exemple oui. Par rapport à ce que tu dis. Oui. Le personnel des maisons de retraite, ils sont au bout, on leur demande de travailler toujours pour plus de personnes, en moins de temps, tant de minutes pour une telle opération, c'est oui. fou. Oui. Et Orpea, c'était numéro 1 en France de maison de retraite. Pour les profits. Oui. Mais oui. Profits. Bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a une prise de parole? Pardon, Jacqueline. Oui, en réalité, cela entraîne énormément de pathologies, comme l'a bien montré la psychiatre et psychothérapeute Marie-France Irigoyen, qui est quand même à l'origine d'une de nos lois contre le harcèlement moral, et qui a fait une étude en consultant les archives de la RDA pour son livre Le Narcisse, où elle montre que même sous la RDA, dans une société censée être socialiste, eh bien, pas évidemment à l'époque stalinienne, eh bien, il y avait bien moins de pathologies psychologiques qu'à l'heure actuelle, le capitalisme absolument. C'est un système pervers. Absolument. L'intervention, elle a des conséquences. Grande dame, spécialiste de la victimologie, etc. D'accord. Donc, on ne va pas s'en sortir à la manière des enfants, par une petite pirouette d'amour-propre. En fait, dit Généreux, nous avons à notre disposition deux options. La première, c'est la révolte. L'option de la révolte est toujours disponible. Et la seconde, eh bien, c'est la soumission. Et souvent, dit-il, ce sera la soumission, malheureusement. Et la réforme au milieu, non? Non, là, on est dans des réactions individuelles. On n'est pas dans le politique et le collectif. C'est à quelle année que Généreux a fait ses partis? À quelle année? 2008. Ah oui, donc tout à fait. Oui, tu pensais à la crise? Non, je pense, j'essaie toujours de situer des moments. Situer ce qui se passe en 2008, ce qui se passe
quand on vit son expérience personnelle, on se dit, c'était une époque, est-ce qu'on pouvait le faire ou pas? Pour revenir à ce que tu dis deux choses, c'est que soit on est soumis, soit on se révolte. Moi, je pense qu'il y a une troisième voie, c'est celle qui consiste à se débrouiller par soi-même, et on peut y arriver. Mais pour y arriver, comment? C'est peut-être pas des époques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être difficile de se débrouiller par soi-même. Moi, j'ai vécu l'époque où, mon parcours, j'avais 18 ans, j'étais aussi dans une usine, l'usine ne me plaisait pas, je suis sorti. Je n'ai pas attendu d'être soumis ou d'être révolté, j'ai fait autre chose. Ça n'est pas que de moi. Je n'ai pas été obligé d'être soumis, non, pas du tout. J'ai trouvé que je pouvais me libérer tout seul. Et je ne veux personne. Voilà. Je crois qu'à un moment donné aussi, il faudrait donner le troisième voie. Il faut pas quand même. C'est le individu-là, il n'est pas soumis, il ne se révolte pas, mais il peut aussi faire autre chose. Mais je pense que c'est la troisième voie. C'est la réponse, à mon avis, des auto-entrepreneurs, par exemple. Oui. N'importe laquelle. Alors là, évidemment, on tombe dans le libéralisme, lequel, s'il est pour soi, voilà. Mais, ou des pique-niques à l'époque, voilà, une des premières réponses, c'était pas en dehors, c'était pas à l'intérieur de la société. Donc les pique-niques, ils ont créé autre chose. Voilà. Si ce n'est que, je continue, tu vois, ça n'est pas des époques. Il est bien évident que ce qu'on pouvait faire dans les années 50 à 60, on pouvait le faire. Aujourd'hui, c'est bien plus difficile. On ne peut plus. C'est ça l'histoire, l'histoire elle est là. C'est ça. Et on peut encore revenir. Bien sûr. Il est certain que si on prend les organisations, les modes de fonctionnement des entreprises que je visais implicitement dans mes conférences du module travail, c'est-à-dire plutôt quand j'ai fait par exemple la conférence sur les cadres, vous voyez, vous vous souvenez, hein, c'était plutôt des sièges sociaux, de grandes entreprises multinationales, etc., qui sont numéro 1 ou 2 au pire sur le marché mondial. Et donc, vous imaginez un petit peu, hein, bon, il y avait Ariane Espace dans le panel, donc de très très grosses entreprises, eh bien, elles ont des organisations extrêmement procéduralisées qui laissent peu d'espace de liberté. Ce qu'elles offrent, c'est surtout la possibilité à des personnes de s'éclater, parce qu'elles réalisent des choses formidables. Elles ont à leur disposition des outils techniques formidables. Un lanceur d'engins, un lanceur d'engins, qui a la possibilité d'appuyer sur un bouton et de lancer une fusée. Ça, c'est pas tout le monde. Il y en a 7 en Europe. Je me souviens de ce passage. Bon, voilà. Mais 7 quoi? 7 lanceurs de fusées en Europe. Sur le sol européen? Ah non. Guyane. Guyane. Ah, il y a 7 lanceurs en Guyane. Pour Ariane Espace. Ariane Espace, 7 mecs. Ou femmes, je ne sais pas. Ah d'accord, 7 personnes. Non, pardon? 7 personnes qui ont le pouvoir d'appuyer sur le bouton. Ouais. D'accord. Bon, donc ça, bon ben là, on peut se révolter, mais si on se révolte, il faut quand même réfléchir un peu avant, hein, parce que on se prive d'un salaire, d'une renommée, d'une compétence, parce qu'elle va finir par s'étioler, etc., etc. Il faut voir tout ce qu'on abandonne en démissionnant. Donc là, la révolte, bof. C'est une révolte, ça, de partir, c'est une liberté individuelle qu'on exerce, donc c'est de la révolte de toute façon. Oui. Oui, oui. Et ça peut être transposé sur d'autres plans. Voilà. Si vous subissez par exemple au travail un harcèlement moral ou sexuel, les femmes par exemple, il y en a qui disent oui, j'ai été obligée de me soumettre, d'autres effectivement s'il y a une possibilité, une organisation qui le permet de faire une révolte un peu collective, mais ça peut être aussi un choix que par exemple moi j'ai fait de carrément partir, enfin je veux dire, après je peux comprendre que les contraintes des uns et des autres, mais aussi c'est tout un
cheminement personnel aussi qui permettent. Et pour la petite histoire, il y a des gens qui à la fois restent dans l'institution et qui deviennent lanceurs d'alerte. C'est comme ça qu'il y a eu les Panama Papers, c'est comme ça qu'il y a eu du Luxembourg, Clear, voilà, etc. Clearstream, voilà. Donc il y a beaucoup comme ça maintenant qui arrivent. Bon, je ne sais pas si c'est significatif. Bah, disons, ce que dit Généreux, c'est que tout ça existe, et dans des proportions qui sont extrêmement déséquilibrées, c'est-à-dire que vous avez une infime minorité de gens qu'on retrouve comme lanceurs d'alerte, une proportion peut-être un peu plus importante, malheureusement, de gens qui se suicident. Et puis, on a cette proportion que j'évoquais en te répondant d'auto-entrepreneurs, par exemple. Il y a peut-être un quart ou un tiers aujourd'hui des créations d'emplois qui sont des emplois d'auto-entrepreneurs. Donc c'est beaucoup plus important. Oui, ça me fait penser à l'option soumission ou révolte. Il y a aussi dans la société aujourd'hui qu'on entend très souvent des gens qui sont des hauts cadres, qui ont abandonné leur boulot et qui font quoi? Berger dans la nature. Et de plus en plus, ils sont partis et c'est quelque chose qu'on constate souvent dans les émissions. Je vous invite à être attentif quand vous en avez l'occasion, émissions diverses et variées, d'être attentif à ce type de parcours qui semble prendre de l'ampleur. Il semblerait, alors là il faudra trouver la statistique ou l'étude qui regarde ça, il faudra la trouver, mais il semble bien que depuis longtemps, mais en particulier depuis le Covid, des cadres se mettent à démissionner et à partir sur des métiers divers et variés, bon, berger comme tu dis, et d'autres. Et d'autres. Bon. Ça c'est une tendance, ou est-ce que c'est une tendance, question posée, plutôt question posée, est-ce que c'est une tendance, est-ce qu'elle va se confirmer, se maintenir, etc. Question posée. Mais moi qui suis par déformation attentif à tous ces trucs-là, j'entends souvent, alors peut-être que je suis trop attentif, enfin, ou trop quelque chose, mais j'ai le sentiment d'entendre souvent des exemples de cadres qui démissionnent et qui vont prendre l'air. Mais ce n'est pas un signe positif, hein, parce que c'est un signe de désespérance et il faut avoir les moyens, parce que très vite, que ce soit l'agriculture ou quoi, ils vont se retrouver dans une situation pire. Les cadres ils peuvent se permettre de partir. C'est ça, oui. Et oui. Souvent d'ailleurs ils le disent. Hein. Et oui. Une question, Jacques Généreux, il parle surtout de la France, parce qu'en Afrique et en Asie, la situation est totalement différente. Oui, je dirais que oui, il parle de la France. Voilà, et des classes moyennes françaises, c'est elles qui subissent. Oui. Européennes, quoi, disons. Voilà. Allez, je dirais même la France. Je dirais la France. Il est franco-français, oui. Alors moi, je voulais quand même faire remarquer que les auto-entrepreneurs ne sont utilisés par les entreprises qui les emploient que s'ils coûtent moins cher qu'un salarié. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se mettent dans le terme et ils peuvent tenir le coup en travaillant un nombre d'heures incalculable par semaine, à condition que nous, on cotise pour eux. C'est ce qui se passe. Parce qu'ils sont tous rattachés au régime général. Ils ne sont pas rattachés au régime des fonctionnaires, ça serait bien trop avantageux pour eux. Ils sont tous rattachés au régime général. Et après, on dit, le régime général est en faillite, donc on va faire quelque chose pour... on va faire quelque chose pour l'assurance maladie, bam, tout le monde payera et aura 1 euro pour les médicaments et pour les actes. D'accord? C'est ça. Et ensuite, il y a des journalistes qui ont le culot de dire la retraite, la maladie, mais ça coûte des sommes fabuleuses
à l'État. Ah oui, mais quel État? C'est nous qu'on cotise, ce sont nos cotisations. Et on cotise sans s'en rendre compte sur les sommes pour lesquelles on a... Attends, je on reviens... a déjà cotisé. Parce que quand tu as la retraite, si je reviens à la servitude volontaire. Et ensuite, je reviens aussi à ça, c'est la notion de géono. On fait un retour dans la nature, dans les Alpes ou autres, et on se fait un monde à soi, entre intellectuel et autres, oui. Sans qu'on oublie que Géono, pendant ce temps-là, sa femme qui était institutrice, elle faisait bouger la marmite, elle arrosait le jardin, elle cultivait les légumes et tout ça. Voilà. Alors, donc, oui, José. Sur toutes ces solutions qui sont évoquées, moi j'ai comme l'impression qu'il y a quand même une façon, je vais reprendre le mot, c'est un tuteur que l'on met en place pour supporter ou résilier ce que l'on a autour de soi. Et je me demande si, quand ça dépasse certaines bornes pour la société, on a des solutions simples. Hein. Regardez Assange, lanceur d'alerte, ça dépasse certaines bornes, c'est plus supportable, là, on le met à mort, ou à peu près. Oui. Et je crois qu'il ne faut pas trop rêver, et je reviens sur cette histoire de le retour vers la campagne. Pensez aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui disent dans les sondages « je souhaite ne plus habiter en ville ». Que les gens veulent, c'est pas simplement le fait de dire la société, non, c'est le type de relation que l'on a actuellement, dans ce cadre-là, c'est la servitude en question. C'est plus acceptable et on essaie de trouver des solutions individuelles. Oui, là on parlait des contraintes, il y a des idéaux aussi qu'on peut avoir. Moi j'étais dans des boîtes internationales, j'étais très à l'aise et tout, et j'ai voulu créer des entreprises qui appartiennent aux salariés. Donc j'ai démissionné parce que je voulais être dans un cadre où je ne gagnerais pas plus de 3 fois le plus bas salaire de mes boîtes, où je répartissais les dividendes, etc. Et j'en étais hyper heureux, et j'en suis toujours heureux, parce qu'en partant, je donnais une épargne aux salariés, puisque je n'accepte pas non plus de gagner de l'argent sans travailler. Et quand je présente ça à des jeunes, ils me disent « Ah ben c'est idéal, c'est beau, c'est bien. » Donc on peut aussi partir, non pas par contrainte, mais par un idéal de société. Mélenchon m'appelle l'utopiste. C'était quoi? Mais franchement, moi j'étais hyper heureux de pouvoir créer des entreprises avec des idées. J'allais des fois chercher aux États-Unis. Mais avec des idées, et c'était facile de créer ces entreprises et de pouvoir répartir les richesses de l'entreprise. Dans quel domaine? Dans l'informatique. On va pas creuser parce que c'est pas dans notre sujet. Mais c'est pas la contrainte, c'est l'idéal. C'est ça, c'est pas la contrainte. Mais cela dit, cette formule, moi, elle me parle parce que pourquoi pas favoriser ce genre de formule, j'appelle comme ça, dans une société future. Moi, je n'ai absolument rien contre, en dépit du fait que c'est c'est une relation capital-travail. Je ne dis pas capitalisme, hein. Je dis simplement c'est une relation patron-salarié. Mais j'ai rien contre. Pourquoi? Parce que ce contre quoi, je parle de moi là, ce contre quoi je me bats, c'est contre les multinationales mondiales, etc. etc. Les PME, les TPE, etc. Moi, c'est pas mon souci. J'ai pas de souci avec ça. Sauf si elles sont prestataires d'une multinationale, auquel cas, à mon avis, c'est plus du tout pareil. Mais sinon, moi, j'ai pas d'état d'âme par rapport aux PME, aux TPE, etc. Je veux dire par là, c'est pas une contrainte, c'est un idéal d'avoir une société. Un projet. Et je vivais ça aux États-Unis parce que aux États-Unis, quand il y a un sujet qui vient, on ne prend pas que le directeur de la logistique, on va prendre également le magasinier, ce qu'il en pense. En France, on donnait tout au directeur de la logistique, c'est lui qui décidait pour tout, y compris pour le magasinier. Alors que là-bas, bien, quand il y a un sujet, c'est participatif. D'accord. Alors, donc, une petite question. Alors, on peut se poser la question pourquoi on ne parle plus de phalanstère ou d'autogestion? Parce qu'à l'époque, l'autogestion, quand même, c'était un sujet aussi bien libre
aussi bien les cheminées Godin, je sais pas quoi, enfin, ce genre de... Les phalanstères... Bon, non, mais ça c'est pour la petite histoire, mais l'autogestion... Mais l'autogestion, quand même, l'autogestion, on en a parlé. Elle a été prise, cette pauvre autogestion, dans un ouragan, dans les années 60, 70, 80, etc. Bon, il y a l'IP. Le cas... Ça c'était contraint, malheureusement. Bien sûr, c'était en réaction, en réponse. Mais bon, il y a eu, je ne sais plus comment il s'appelait, le mec de l'IP, là. Piaget. Piaget. Ah oui, bon, le syndicaliste. Donc, il y a eu un débat furieux entre les communistes et les, comment on les appelait à l'époque, les autogestionnaires. C'était la CFDT. La CFDT, etc. Bon. Une branche de la CFDT. Je pense qu'on n'en est plus du tout là aujourd'hui. Mais pourquoi? Eh bien parce que je crois que les communistes, ils ont réfléchi et ils ont fait le bilan de leur comportement à l'égard de l'idée d'autogestion à l'époque, dans les années 70-80. L'autogestion fait partie intégrante des thèses marxistes. Donc vous ne trouverez plus dans le langage des communistes les condamnations sectaires qu'on a pu trouver dans les années 60-70. Si vous prenez le programme du Parti communiste aujourd'hui, il y a des choses sur l'autogestion. Alors, ils ne sont pas non plus devenus des champions de l'autogestion, parce que vous savez, il en faut des années pour changer la peau du serpent. Hein? Donc, il en faut des années. Qui se prend pour un serpent ici là? Mais aujourd'hui, l'autogestion ne fait plus l'objet des mêmes procès qu'il y a. Et moi, je pense que l'autogestion, c'est une voie qu'il faut étudier, creuser. Je dirais aussi la coopération. La coopération, la coopérative. Et je pense que nous n'accordons pas assez d'importance à toutes les coopératives qui existent dans ce pays déjà. Hein? On devrait beaucoup plus se battre pour 1336 qu'on ne le fait. On se bat. Les ADL, ils ont reçu 1336. Il y a je ne sais plus combien d'années. Bon, donc ça va, on est copains et tout. Mais les partis politiques devraient organiser ça beaucoup mieux. Ils ont une expérience qui est tout à fait mixte, c'est-à-dire que pendant 5 ans, leurs revenus n'ont pas oui. Mais par contre, ils sont très heureux d'aller travailler. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, ils sont pénibles, par exemple. Après, c'est un autre. Ils ont tous une formation qui est plurielle, et donc c'est très bien. Dans le département, on a quand même une petite expérience, sans aller jusqu'à 1336. Et ça remonte à très loin, puisque ça remonte à l'immédiat après-guerre. C'est la verrerie de Biot, fondée par un militant communiste, hein, qui ensuite est devenu adjoint à la mairie, etc. Cette verrerie, elle a pendant très longtemps fonctionné avec ce type de principe. C'est vrai que c'était encore les relations capital-travail, mais les ouvriers, enfin, les souffleurs, etc., avaient leur mot à dire. Problème, c'est que lorsque, après 68, il a laissé l'entreprise, eh bien, il y a eu concurrence internationale. Et ça s'est cassé la figure assez rapidement, malgré la volonté de certains de continuer dans ce type d'autogestion. Et je reviens sur une deuxième chose, puisque tu as parlé des communistes. Il y a une réflexion sur ce qui a été fait après-guerre, qu'on a appelé nationalisation. Moi, peu importe comment on dit nationalisation, c'est la région, c'est etc., peu importe. Mais ce qui est important, c'est ce qui est ajouté aujourd'hui, et qu'on n'avait pas à l'époque, et que les gouvernements successifs
socialistes, sociodémocrates, ont refusé de faire, c'est des pouvoirs étendus donnés aux travailleurs dans ces entreprises-là. Et donner des pouvoirs aux travailleurs, ce n'est pas le comité d'entreprise qui va organiser les moyens de supporter la situation. C'est donner les moyens de gérer. Et donner les moyens de gérer l'entreprise, ça veut dire aussi donner les moyens intellectuels. Techniques, oui, mais le reste. Il faut pouvoir apprendre à gérer un budget d'entreprise, et participer aux innovations, etc. etc. C'est pas simple, hein. Donc, généreux dit... Oui, il faut que je revienne à mon sujet, que je fasse effort. Généreux dit que le développement harmonieux... Alors, je vais mettre les pieds sur terre, parce que je veux dire, parce qu'on va parler aussi de l'affirmation de soi, je voudrais quand même dire quelque chose là-dessus. Alors, généreux continue en disant, le développement harmonieux d'un être humain suppose l'enchaînement d'une succession de cercles de relations de plus en plus larges et variés. Par exemple, ces cercles, ça peut être, en tout premier lieu, bien entendu, le cercle familial. Bien, cercle familial. Il procure de la sécurité affective, par exemple, en premier. Bon, mais ça peut être aussi le cercle du travail dans l'entreprise. Les cercles de loisirs aussi, pas forcément plus larges, mais différents. Les cercles associatifs. Mais aussi, alors là j'élargis beaucoup, mais aussi, par exemple, la classe sociale, ou bien la nation, la République. Si vous prenez un élu de la nation, eh bien, ma foi, lui, on va dire qu'il se situe au niveau de la nation dans son action. Bon, et puis, pourquoi pas, au bout du bout, l'espèce humaine. Vous avez aussi des personnes, si vous prenez l'abbé Pierre ou d'autres... voilà. Bon. Alors, généreux, il y a encore là, qui dit, en fait, quand cette ronde des interactions sociales tourne dans le sens du progrès humain, l'individu peut ainsi trouver un équilibre dynamique entre son aspiration à l'affirmation de soi et son désir d'attachement à autrui. Je voudrais juste dire quelque chose là-dessus, sur l'affirmation de soi. Il y a quand même autre chose aussi, c'est que le sujet en question, il a besoin de vivre, il a besoin de gagner sa vie. Donc il va se soumettre au discours, et il va faire même, il oublie même qu'il est soumis. Et c'est ça l'horreur. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Et on joue avec l'obligation de se soumettre pour vivre. Et on oublie qu'on existe en tant qu'humain. Donc, quand la ronde des cercles tourne dans le sens du progrès, ça c'est la formule de Généreux, eh bien, les personnes, elles trouvent le moyen de s'émanciper sans renier leurs racines, elles trouvent les moyens de partager des choses, des projets, etc., etc., etc. Ça se gâte quand la ronde humaine de Généreux tourne à l'envers. Elle peut se mettre à tourner à l'envers dans un sens qui accentue toujours plus le conflit intérieur entre nos aspirations. C'est ce qui se produit dans la dissociété. C'est dans ce contexte que, par exemple, on peut voir s'effriter la participation politique, la citoyenneté politique, le sentiment d'appartenir à une communauté politique. On peut se replier, on ne se sent plus concerné par la communauté politique, on va se replier sur les relations de travail. Pourquoi pas? Jusqu'au jour où les relations de travail elles-mêmes, elles se mettent à dysfonctionner, à ne plus tourner rond. Ou bien, après les relations de travail, ça peut être les relations dans le quartier, qui peuvent se mettre, ou dans le voisinage, qui peuvent se mettre à se détériorer. Vous pouvez, comme ça, en ajouter des dysfonctionnements les uns aux autres, la famille aussi,
etc. Donc, dans la société dans laquelle nous sommes, on est soumis ou exposé à toute une série de dysfonctionnements ou de dérèglements de tel ou tel cercle de sociabilité. On dirait peut-être que mon tableau, il est calamiteux. Je l'admets, c'est parce que j'essaie de faire preuve de pédagogie, bien entendu. Donc j'ajoute les malheurs aux malheurs, les dérèglements aux dérèglements. Mais je pense, sans exagérer, que nous pouvons tous sans doute citer des situations calamiteuses de ce type et qui s'ajoutent les unes aux autres. Encore une fois, je reviens sur la désertification de l'espace politique, de l'espace démocratique, de l'espace citoyen. Ça, c'est un phénomène que nous observons tous, bon, qui culmine ou qui se traduit plutôt dans l'abstention. La vie démocratique perd de sa vigueur par rapport à ça. Ça fait quelques décennies que ça dure. Mais prenez aussi les organisations politiques et syndicales, les membres, les adhérents des partis politiques et des syndicats sont devenus très peu nombreux, hein, par rapport à ce que ça a été. Bon, dans les quartiers, là je ne sais pas ce qui se passe dans les quartiers, donc je ne peux pas en dire grand-chose, mais qu'en est-il des comités de quartier, etc., etc. Bon, j'en sais rien, donc j'en dis rien, mais il faudrait peut-être se poser des questions. Enfin, comme on dit, je me permets, hein, mais ça périclite. Ça périclite. Pour la bonne raison qu'il n'y a plus de subventions. Ces petites associations, les subventions municipales, etc., elles se raréfient, elles diminuent la portion congrue quand il y a quelque chose. Voilà. Et c'est terrible pour les quartiers. Bien sûr, bien sûr. Donc, généreux dit, les individus, pourquoi je me fais des signes? Non, parce que je saute des passages. Ah, tu sautes des passages, si c'est pas moi, alors ça va. J'ai commencé à sauter des passages. Oui, d'accord. Les individus, donc c'est généreux qui dit ça maintenant, hein. Les individus résilients préfèrent les satisfactions certaines accessibles dans la soumission, plutôt que les frustrations garanties d'un engagement politique. Vous vous engagez dans un parti, eh bien, c'est pas gagné. Vous vous repliez sur un cercle étroit, vous avez peut-être plus de chances, non pas de vous éclater, mais de trouver quelques petites satisfactions confortables, etc. Bon, pour terminer sa démonstration, Généreux invoque un paradoxe de la théorie des jeux intitulé « Le dilemme du prisonnier ». Et voici comment il présente cela. Nous voici donc piégés, c'est généreux, dans une situation paradoxale. Une majorité d'individus sans esprit tolère de vivre dans une société de plus en plus inhumaine, alors même qu'elle est consciente de cette situation et persuadée que tout irait mieux si tout le monde décidait de se comporter autrement et de militer pour d'autres règles du jeu. Dans la théorie des jeux, ce paradoxe est dénommé dilemme du prisonnier. Donc si vous voulez, partons de cette idée simple, la plupart des gens préfèrent une société de progrès à la dissociété. La plupart des gens préfèrent quand ça marche que quand ça marche pas. Si ces personnes étaient placées dans un contexte de démocratie directe, participative, elles se mettraient d'accord entre elles directement. Démocratie participative. Elles se mettraient d'accord entre elles directement. Pour aller dans le sens du progrès. Ok? Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans une démocratie participative. Nous sommes dans une démocratie représentative. Ce qui n'est pas le cas. Bon. Pas moyen, donc, pour les gens de s'entendre directement sur des solutions optimales, sur les solutions de progrès. Bien, ils n'ont le choix qu'entre quoi et quoi? Qu'entre
les propositions faites par les 2 ou 3 candidats. 2, 3, 4, 5 si vous voulez, hein. Je ne barguigne pas là-dessus. Mais ils ont le choix entre les candidats qui sont là. Dans le cadre de la démocratie représentative, chaque citoyen est isolé. On n'est pas dans la démocratie participative, encore une fois, où nous sommes réunis, etc. Démocratie représentative. Nous avons le choix entre quelques options. Chaque citoyen est isolé. Et il fait son choix dans ces conditions-là, isolément. Et c'est ainsi, explique Généreux, je suis en train donc, vous avez bien compris, d'expliquer le paradoxe, et c'est ainsi, dit Généreux, que chaque citoyen isolé est conduit, comme les prisonniers dans le dilemme du prisonnier, à opter pour la pire des solutions. Ah, voilà. Chaque individu isolé est conduit à opter pour la pire des solutions parce que, en citoyen de la société qui calcule ses intérêts au mieux, il se pense et il pense en rival de tous les autres citoyens, en guerrier. Loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, les autres citoyens sont potentiellement des adversaires. Et donc, c'est dans ce contexte intellectuel-là qu'il se détermine, dit Généreux. Et donc, dit-il encore, l'être soi et pour soi, ben là, encore une fois, il a prévalu sur l'être avec et pour les autres. Une fois encore, ce dilemme, il a produit des effets délétères. Donc l'enquête de Généreux, elle s'arrête là, sur le commentaire de ce paradoxe et que je viens de faire, de vous proposer. Il propose quoi, Généreux? Il propose, premièrement, d'injecter dans la démocratie des doses massives de démocratie participative. Je n'insiste pas, hein, je les cite sans les préciser. Première piste, pour Généreux, injecter de la démocratie participative. Deuxièmement, il dit il faut dénéolibéraliser les gens. Parce que nous sommes néolibéralisés. Donc il faut nous reprogrammer. Il aurait pu dire ça comme ça. Il faut nous reprogrammer. Et troisièmement, dit-il, il faut unir la gauche sur un projet résolument opposé à la dissociété néolibérale. Je ne précise pas. Je le cite parce que je souhaite que vous connaissiez le débouché de sa réflexion, bien entendu, mais je m'arrête là puisque je ne veux pas non plus transformer le séminaire en réunion politique. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà que, oui, c'est un peu politique, je suis d'accord. Je suis d'accord. Que faut-il retenir de cette longue explication? 6 idées. Premièrement, la dissociété, donc vous avez compris, c'est, je le redis, c'est l'enflure démesurée de l'être soi et pour soi au détriment de l'être avec et pour les autres. La dissociété, c'est une pathologie sociale. 2. On pourrait s'attendre à ce que les individus identifient cette pathologie sociale et cherchent à se protéger. Eh bien, troisième idée, eh bien non, ils ne cherchent pas à s'en protéger. Entraînés dans une situation de conflit intérieur anxiogène,
ils cherchent à se protéger et cela les conduit à un réflexe de déconnexion avec la réalité. En 4, ils développent des capacités de résilience, c'est-à-dire des capacités de résilier les situations pénibles ou traumatisantes. Mais cette capacité de résilience a aussi pour effet d'inhiber leur volonté et leur capacité de résistance à la dissociété. Elle contribue donc à aggraver la pathologie sociale. Voilà. 5e idée, la dissociété suscite donc des stratégies de défense individuelles et collectives qui aggravent les problèmes au lieu de les résoudre. La dernière, les individus se retrouvent donc piégés dans le dilemme du prisonnier, alors que l'immense majorité des gens auraient intérêt à une société coopérative et solidaire. Ils optent massivement pour le modèle dissociétal de la compétition solitaire. Voilà. Pour conclure, je vais me concentrer sur la deuxième piste de Jacques Généreux, quand il dit qu'il faut reprogrammer les individus. Et là, eh bien, je vais convoquer un philosophe qui est Kant, et je vais convoquer son ouvrage « Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Ah, on a sauté jusqu'aux Lumières. Alors, les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. Kant qui ajoute « Il est difficile pour l'homme de s'arracher tout seul à la minorité, devenu pour lui presque un état naturel. » Et voilà, donc ça m'amène à la dernière réflexion, complètement tout à fait conclusive, eh bien c'est la devise des Lumières, qui est dans l'opuscule de Kant que je viens de citer, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Eh bien, Kant dit que la devise des Lumières, c'est « Aie le courage de te servir de ton entendement ». En réalité, nous avons retenu souvent une formule abrégée, et qui est d'ailleurs la devise des Amis de la Liberté. Sapere aude, ose savoir. Donc, moi j'aime bien cette devise, parce que c'est une devise que l'éducation populaire ne peut pas rejeter, ne peut pas ne pas accepter, approuver, hein, évidemment. Voilà. Et puis ça dit quelque part que, une fois encore, nos problèmes résident dans l'éducation, la formation, l'éducation populaire, etc., etc. Et, ma foi, ça me plaît bien. Voilà. Merci. J'ai une question. Oui. Et une moi, deuxième. Je voudrais dire tout de même, attirer l'attention sur le fait, dans le livre que j'ai lu, La dissociété, que Jacques Généreux est un social-démocrate. C'est lui qui cite Kant. Oui, c'est lui qui cite Kant. Que Kant est un philosophe idéaliste et que sa proposition Généreux d'élargir les démocraties participatives au sein d'un système capitaliste, c'est comme de mélanger l'huile et l'eau, quoi. Je veux dire, c'est pas faisable. C'est bien gentil, c'est comme Zemmour avec les sociaux-démocrates. Fanny, non? Oui, moi je voulais dire par rapport à l'isoloir. Je pense par rapport à l'isoloir, quand on dit isolé, il ne faut pas oublier l'importance aussi de l'isoloir. Parce qu'avant, le vote se faisait à main levée, et l'isoloir, ça a été quelque chose d'extraordinaire aussi. Courant 19e? Oui,
Courant 19, oui. Hein, c'est la Révolution française, hein, c'est à la Révolution française. Donc là, c'est ce jeu aussi qu'on trouve toujours, mais c'est quand même très très important aussi, à ce moment-là, l'isoloir, où on est seul dans l'isoloir. Mais par rapport au vote à main levée, c'était quelque chose de terrible. Je me demande même si ce n'est pas la Troisième République. Je pense. Oui. Mais ça a été au départ à la Révolution et après ça a été inscrit la Troisième République isoloir. Je pense, mais bon, la date, je vous redonnerai les dates. Et donc je trouvais que c'était quand même important aussi hein, de ne pas oublier. Ah oui, isolé, isoloir, très important, ça c'est un symbole fort, ça. Un symbole fort. Voilà, la semaine prochaine, nous entamons un petit cycle de 2 conférences. Premier isoloir, c'est 2e siècle avant Jésus-Christ à Rome. C'est pas moi, hein. Et après, c'est en Angleterre en 1870. Et en France. Et après, en Belgique, et après en Allemagne. Et la France après, peut-être. C'est avant ou après le vote des femmes en France? Ah bah non, c'est avant. Donc la semaine prochaine, c'est-à-dire que les femmes la semaine prochaine et la semaine suivante, nous allons voir un module que j'ai intitulé globalement, un module de 2. Hein. Bon, conception matérialiste de l'histoire et idéologie. Donc la première, la semaine prochaine, le 10 avril, conception matérialiste de l'histoire, et le 17, idéologie. Voilà. Et après, nous aurons les vacances de Pâques. Et au retour des vacances de Pâques, nous attaquerons un bloc de 3, de mémoire 15, 22, 29 mai. Ce bloc de 3, ce sera le fétichisme chez Marx. Donc là, c'est une analyse de la constitution économique, intellectuelle, idéologique du capitalisme à travers tout un tas de notions, la marchandise, l'argent, le capital, etc. Et la manière dont les individus se représentent ce système économique et dont ils se comportent, la façon dont le système les domine. On est encore hein, dans l'hégémonie, la domination. Donc ça, ce sera 15, 22, 29 mai. Les jours seront encore plus longs qu'aujourd'hui. À la semaine prochaine et portez-vous bien.